What's up? Comment allez-vous en cette merveilleuse journée? Personnellement, je suis heureuse de vous présenter cette toute nouvelle chaîne qui va s'appeler CS Industries. LOL. Comme ma marque. Bon. Ici, on va parler verdure, cailloux, textiles et bien d'autres trucs bien fun. Croyez-moi, on va s'éclater. Pour ce tout premier épisode, on va vous conter l'histoire de la fameuse Monstera Deliciosa, appelée aussi faux philodendron. C'est parti! Cette fraîcheur de vif qu'on appelle Monstera Deliciosa. Monstera Deliciosa, ou faux philodendron, est une plante vivace qui fait partie de la famille des Aracées. C'est une plante très répandue et très prisée dans le milieu du commerce, comme les piléas, les calatheas, d'autres faux philodendrons, d'autres philodendrons, enfin bref, un peu tout ce qu'on voit un peu sur le commerce, quoi, ce qu'on voit sur internet. C'est une plante hémépiphyte, robuste, à croissance rapide et aussi de grande taille, qui peut atteindre dans son environnement naturel presque 30 mètres de haut, de pur plaisir. Comme dans l'intérieur aussi, elle peut atteindre carrément plus de 3 mètres de hauteur, de pur plaisir. Elle possède notamment plusieurs racines aériennes où elle pourra s'accrocher sur divers supports rugueux comme des écorces d'arbres dans son milieu naturel, par exemple dans les tropiques. Ou sinon, elle peut aussi s'accrocher également sur du bois, par exemple des planches de bois, comme certaines espèces de monstera différentes. Ou aussi, elle peut s'accrocher facilement sur des tuteurs en enseigne, ce qui est aussi très utile et aussi assez esthétique quand c'est bien fait. C'est également une plante qui se bouture très facilement, car il suffit de la couper en dessous d'un nœud. Dès que vous coupez le nœud, bien évidemment, avec un outil désinfecté, il suffit de la mettre soit dans de l'eau claire, du coup avec un petit peu de, pourquoi pas, d'hormones de bouturage pour accélérer la croissance des racines, soit dans de la sphaigne, elle se développera bien, elle sera bien aérée, ou soit sinon vous la mettre directement en terre avec un mélange matrixé à base de terreau de plantes d'intérieur, de perlite et de vermiculite. Elle possède des petites aisselles qui bruniront avec le temps, du coup, et c'est que là, vous voyez ici, que vont partir les nouvelles pousses. Rapprochez-vous, ça ne pue pas. D'air. Il faut savoir aussi que plus les feuilles grandissent, plus ça ressemble à ça. Des magnifiques feuilles bien graphiques qui vous apaisent immédiatement la rétine. Ce qu'elle est PG. Ce qu'il faut également savoir du coup sur la Deliciosa, c'est qu'elle produit également des fleurs, vu qu'elle fait partie de la famille des Aracées. Elle va produire du coup des fleurs de fluorescence de type Spadis, de la même famille que les Anthurium et les Spathiphyllum. Lorsque la fleur fane, du coup, elle deviendra bien marron, bien fanée, dégueulasse en gros. Du coup, il lui restera juste l'épi dressé de 20-25 cm du coup de long, de couleur verte claire et aussi d'un aspect écailleux et d'une forme polygonale. Les fruits s'auto-reproduisent, donc du coup pas besoin de les féconder obligatoirement, donc du coup ça fait le taf tout seul, c'est ça qui est l'avantage avec cette plante. Attention, les fruits sont toxiques lorsqu'ils sont immatures. Non seulement c'est pas bon, donc du coup je vous déconseille totalement de tester, de goûter le fruit ou même la plante, mais en plus de ça c'est hyper irritant en raison d'une forte présence d'acide oxalique, du coup qui cause le démangeaison. Et même la plante entière est du coup toxique, donc on fait attention à nos boules de poils et à nos bambinos. Une fois arrivés à maturité, les fruits deviennent apparemment comestibles et ils ont un goût rappelant l'ananas, la banane, voire même la poire selon les dires. Avec une belle texture de fruits juteux et sucrés. Ah oui aussi, le fruit reste fragile, on le manipule avec précaution. Alors, quelques confusions sont également évoquées lorsqu'on vous informe sur cette plante. Elle est très souvent identifiée, souvent même un peu trop, souvent dans les magasins du coup, identifiée sous le nom de philodendron ou philodendron monstera. Elle ne fait pas partie des philodendrons, bien qu'elle en soit très proche.
La Monstera deliciosa ou faux philodendron a été découverte par un botaniste danois du nom de Frederick Michael Jeppmann qui est né le 10 octobre 1813 à Helseneur au Danemark. Il a étudié la botanique à l'université de Copenhague mais il n'a jamais obtenu un seul diplôme officiel. Et il a étudié également en Allemagne et en Norvège avant de devenir chargé de cours du Danish Royal Veterinary School en 1837. Ouf, mon anglais il est vraiment à chier. Il aura beaucoup voyagé au Mexique dans les années 1840 avant de devenir en 1845 professeur de botanique à l'université de Copenhague et directeur de l'université du Jardin botanique en 1852. Il mourra le 29 octobre 1856 à Copenhague à l'âge de 43 ans. La Monstera deliciosa est originaire du Mexique, d'Amérique centrale et de Colombie. Elle fut introduite en Europe au 19e siècle par plusieurs jardiniers botanistes, dont notre famoso Fredo, qui fut le premier à le faire. Elle gagnera facilement en popularité car elle est facile à cultiver et tolère bien la sécheresse. Il n'y a rien de plus simple qu'une Monstera deliciosa. Vraiment, je m'en pars. C'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière, du coup elle aime bien les ambiances tamisées, un peu comme son bled. C'est une plante, du coup, qui vient de la jungle, des sous-bois de jungle, et c'est surtout une plante qui déteste la lumière directe du soleil. Vous êtes sûr à 100% que si vous la mettez près d'une baie vitrée, vous êtes sûr à 100% qu'elle va brûler. Elle nécessite du coup un arrosage d'une fois par semaine, du coup, en été, en temps normal, et une fois par mois en hiver, comme les racines pourrissent assez vite. Trop d'arrosage pour cette plante lui fera pourrir ses racines. Ne jamais, ne grand jamais ne la rempoter dans un pot qui n'est pas troué, car les racines ont besoin de se purger et d'évacuer les toxines. Sinon, elle finira par jaunir au niveau des feuilles, puis des tiges, puis du cœur, puis finito pipo la plante. Une plante assoiffée est plus facile à sauver qu'une plante noyée. Sachez-le. Rempotage une fois par an, au printemps uniquement, quand vous voyez les racines du bas dépasser du pot. Vous faites ça du coup uniquement avec soit du terreau de plantes d'intérieur ou notre famoso mélange matrixé, terreau de plantes d'intérieur, perlite et vermiculite. L'engrais du coup se fait une fois par mois en moyenne de mars, octobre-novembre. Du coup soit en bâton à mettre directement en terreau, soit en solution du coup en pchit, que vous pouvez pchiter directement sur les feuilles et le terreau lorsqu'il est humide. Sinon, au cas où, le terreau il en possède déjà, normalement. En majeure partie, parfois la plante elle aura besoin d'engrais, comme je vous ai dit, du coup de mars, voire même à octobre, voire même à novembre. Des fois ça peut aller de une fois par mois, parfois même, selon les espèces de Monstera, une fois tous les 15 jours. Quand vous rempotez la plante, rempotez-la de préférence soit au printemps, comme ça elle absorbe tous les nutriments nécessaires, soit à l'automne, comme ça au moins elle aura gardé tous ses nutriments, elle pourra se mettre en repos, mais préférez surtout le printemps, pour qu'elle absorbe un maximum de nutriments. C'est une plante aussi qui aime beaucoup être pchitée au niveau des feuilles. N'hésitez pas aussi à lui attribuer un petit coup de lustrant pour lui donner un peu plus de brillance. Et le pchit, ça va aider à maintenir l'humidité au niveau des feuilles. Donc ça va lui donner non seulement un bel aspect, en plus de ça, un peu plus de brillance. Et du coup, d'esthétisme dans la maison. Attention, c'est aussi une proie facile pour certains parasites comme ces de coccinifarineuse à carapace, les araignées rouges et ces de trips qui sont bien galères à s'en débarrasser, bien évidemment. En cas d'invasion, n'hésitez pas à demander à un vendeur possédant un certificat. C'est une des seules personnes, on va dire compétentes, qui pourront vous guider vers le meilleur produit selon le type de parasite sur lequel vous êtes envahi. Avant d'acheter n'importe quelle plante, pensez à bien l'inspecter vraiment de haut en bas, vraiment les feuilles. Regardez même à la lumière du soleil, vraiment voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît suspect sur la plante pour éviter de la ramener chez vous et évidemment de contaminer vos autres plantes. Ce serait dommage de perdre toutes vos plantes à cause d'une plante. Quand vous achetez une plante, pensez avant à la mettre en quarantaine pendant 48 heures, histoire d'être sûr d'éviter toute contamination. Bref, j'espère que ces infos vous ont été utiles et que vous avez avant tout passé un bon moment. Personnellement, moi j'étais très heureuse de vous partager cette passion. Et avant tout, vous partagez ces informations pour que vous puissiez mieux vous occuper de vos plantes. Si certaines informations vous paraissent encore un peu floues, n'hésitez pas à poster en commentaire justement vos questions. Comme ça au moins je peux vous répondre
plus efficacement. Et comme ça, au moins, c'est plus centré sur ce que vous avez besoin de savoir comme information. Ça peut arriver que je fasse des erreurs. L'erreur est humaine. Du coup, forcément, ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais je suis avant tout précise dans chaque information, vraiment les plus importantes. Et ma mission est de vous informer et de vous guider. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo avec un sujet tout aussi naturel qui va aussi vous plaire, en espérant. Je vous fais des bisous mielleux à vous tous. Allez, tchuss!